les forces spéciales des États-Unis, les bérets verts, également connus sous le nom de professionnels silencieux. Et pourtant, me voilà, prêt à tout dévoiler au monde entier. Parce que les choses ont changé. Il y a quelque temps, je me suis souvenu d'une opération QRF, Quick Reaction Force, très particulière, que notre équipe a menée dans l'ouest du Tennessee. Même avec toutes mes missions, de l'Afrique au Moyen-Orient, en passant par des exercices en Europe, ce qui s'est passé là-bas ne m'a jamais semblé normal. Et récemment, quelque chose est arrivé, bien au nord-est du Maine. Une ville forestière s'est tue. Des dizaines de personnes sont portées mortes ou disparues à cause d'une supposée fuite de gaz. Mais ce qui s'est vraiment passé était bien plus sinistre. Comme la dernière fois, notre équipe, Raider, était désignée pour assurer le rôle de QRF ce mois-là. Cela tombait juste après la fin de l'hiver. La neige fondait, la chaleur montait, et toutes les autres équipes étaient prêtes à sortir, à profiter des vagues de la Caroline du Nord, à goûter au barbecue et à se noyer dans l'alcool. Pas nous. On avait la chance de rester cloîtrés dans notre COF, Company Operations Facility, notre vestiaire en gros. À manger des plats Stouffer's au micro-ondes, à boire nos 2 bières réglementaires et à jouer au billard. Ce n'était pas inhabituel. Bien des fois, notre disponibilité immédiate nous avait valu d'être envoyés en renfort à une force top secrète dans des coins du monde que je ne peux même pas nommer. Mais d'autres fois, rien. Je me souviens de ce matin-là, vraiment très tôt, vers 5 heures. La moitié de l'équipe dormait dans tous les coins de la pièce. Moi, je jouais au billard avec notre médecin, un ancien joueur de foot US de Brooklyn, pendant que notre sergent des communications se fritait avec d'autres sur quelques consoles. Pour situer, l'équipe Raider est composée de 2 fireteams dirigés par des sergents d'armes seniors, moi-même et un autre staff sergent qu'on appellera Chuck. Au-dessus de nous, il y a un Chief Warrant Officer 4, qu'on appelle simplement Chief, et notre officier supérieur, le leader de l'équipe, le capitaine Nicholas Walker, ancien sergent de peloton de la 10e division de montagne, avec plusieurs tours à son actif et une épaule gauche bardée de distinctions. Il avait passé la sélection, intégré les équipes en tant que Sergeant First Class, puis il s'était retrouvé promu officier sur le terrain, dans des circonstances, appelons-les étranges. Le capitaine Walker était un homme de concentration, de discipline et de pure détermination. Sur une équipe rassemblant le meilleur de l'OTAN, il irradiait la mort. Donc, quand il est entré, les consoles se sont figées, les gars se sont réveillés d'un coup, les queues de billard ont volé vers le plafond. Tout s'est tu. Walker a balayé la pièce du regard, une grosse lèvre de tabac dans la bouche, crachant du jus dans sa bouteille. Il m'a regardé dans les yeux, puis a tourné la tête autour. On est activé. Tous aux chiottes, maintenant. Normalement, quand on est en QRF, on a déjà une petite idée de ce qui se passe. En général, on reçoit un briefing rapide sur la piste avant de monter. Mais cette fois, c'était différent. On est allé directement dans la salle de conférence, et Chief avait déjà branché un ordi à un moniteur avec un haut-parleur prêt. Chief a pris la parole. À 4h35, les forces de l'ordre local dans le Maine ont diffusé un avis de recherche générale après qu'une installation biologique dans une petite ville forestière reculée ait été attaquée. Identité actuelle des assaillants inconnue. L'appel de détresse étant très vague. Plusieurs départements alentours, ainsi que les troupes d'État du Maine et des unités SWAT, ont été envoyés. Tous sont désormais silencieux. Ce qui a poussé les US Marshals et les troupes d'État à boucler la ville. Chief a ensuite appuyé sur un bouton d'un fichier MP3. On est en situation code noir, je répète, code noir. On a déjà au moins une 12aine de morts et... L'appel de détresse, avec un fort accent de la côte Est, a été interrompu par des tirs d'armes lourdes. J'irais jusqu'à dire que c'était des HK. On a besoin de renforts, de vrais renforts. Ces enfoirés sont pas humains. Leurs têtes sont... Oh mon Dieu, le chef est mort. Quelqu'un aide. Le capitaine Walker a pris le relais, alors que la diapo affichait une vue aérienne de la ville.
La cible de l'attaque semble être une sorte de labo biologique se revendiquant de la pharmacie. Ce qu'un tel truc fout dans une ville de bûcherons, allez savoir. Mais pour ceux d'entre vous qui étaient déjà là l'an dernier, le propriétaire de cette installation, c'est le même qui gérait le Black Site au Tennessee, Casamoth Industries, dirigé par leur grand Manitou, Theodore Casamoth. Notre médecin a ricané en murmurant « Putain de vaniteux ». Le capitaine a repris « Qui que soient les assaillants, ils sont bien équipés. Les satellites ne captent rien. La vidéosurveillance, avant qu'elle soit désactivée, a donné ça. » Chief a enchaîné avec d'autres images floues. Plusieurs hommes, en armure corporelle, portant des vestes blanches de type parka, armés de fusils d'assaut. Mais c'est leur tête qui nous a tous perturbés. Ils ne portaient pas de masque, mais leurs visages étaient trop sombres pour être normaux, et ils semblaient avoir des bois de cerf. Le capitaine nous a ramenés sur Terre. Écoutez, je vais pas vous mentir. Je sais que ce genre d'opération vous fout mal à l'aise. Je sais que ce qui s'est passé au Tennessee vous hante encore. Mais cette merde, elle se passe pas à l'autre bout du monde, ni dans une putain de jungle. Ça se passe sur le sol américain, dans une ville. Peu importe pourquoi vous avez signé, là-bas, il y a des innocents cachés dans des placards, des parents qui serrent leurs gosses contre eux et prient pour que quelqu'un vienne. Je me fous de leur calibre, je me fous de combien ils sont, ou de ce qu'ils veulent trouver dans ce bâtiment. Ils s'en sont pris au peuple américain, et on va tous les envoyer en enfer. C'est clair? Clair, capitaine, avons-nous répondu d'une seule voix. Walker a hoché la tête, a regardé Chief en recrachant sa bouteille de jus de tabac dans une poubelle, puis s'est tourné vers nous. COF, en équipement, dans 10 minutes. Exécution. L'horloge affichait 5h13 quand on a quitté la salle. À 5h23, tout le monde était déjà sur l'asphalte extérieur. Équipement enfilé, armes prêtes, esprit aiguisé. Il y a un truc avec les missions QRF. C'est jamais comme les autres. En général, il y a un peu de vanne, une ambiance légère. Mais là, dans l'air froid de l'aube, on ressentait tous cette tension. On attendait les 3 Humvee blindés qui devaient nous amener à la base aérienne. T'as sûrement déjà vu ça dans les films, mais la marche vers l'hélico, c'est quelque chose. Le trajet rapide mais chaotique dans des Humvee qui auraient dû être mis au rebut il y a 10 ans. Le nœud au ventre quand la sécurité de la base te laisse passer. Le virage lent pour s'aligner avec les appareils. La 170e SOAR. 2 Black Hawks, pilotés par ce que l'aviation militaire américaine a de meilleur. On avait déjà bossé avec eux sur plein d'opérations. Ils font leur taf. Ils nous mènent à bon port. Je me souviens avoir mis le pied sur le tarmac. Chief ouvrait la marche. Nos 2 fire teams se sont séparés, chacune rejoignant un hélico. Je me souviens du capitaine Walker comptant ses hommes, courant vers le second appareil. Je me souviens de chacun de mes gars disparaissant dans l'ombre du Black Hawk, de moi grimpant à bord et tapant dans la main du mitrailleur. Je me souviens de la porte qui coulisse et des hélicos qui décollent peu après. Le vol fut long, d'une longueur infernale. À cette altitude, la seule lumière qu'on voyait provenait des appareils à bord et du faible éclat des lampadaires, des milliers de pieds en dessous. Les silhouettes des autres passagers restaient immobiles. Certains en profitaient pour dormir, d'autres écoutaient de la musique. Dormir. J'aurais vraiment dû essayer, moi aussi. Je me souviens avoir vu les réverbères lointains disparaître sous nous, ne laissant qu'une mer sombre d'ombre représentant les vastes forêts de la Nouvelle-Angleterre. Peu de temps après, alors que l'hélico commençait sa lente descente, je jetai un œil à ma montre. 2 heures s'étaient écoulées. Les portes se sont ouvertes et nous sommes tous descendus sur ce que je suppose être une piste d'atterrissage privée. Elle était bien entretenue, assez longue pour accueillir un 747 si je suis honnête. Mais l'absence de tour de contrôle visible et la clôture doublée de filles barbelées nous donnaient une impression claire. Seuls ceux qui sont dans la boucle atterrissent ici. Avant même que les Black Hawks ne redécollent en direction de Fort Bragg,
3 SUV blindés dévalèrent le chemin de terre menant jusqu'à nous et s'arrêtèrent rapidement à nos côtés. Ils ressemblaient à ceux qu'on utilisait à l'étranger. Vitres renforcées, portes doublées d'un blindage lourd, des véhicules non tactiques, censés se fondre dans le décor. Mais là, ils avaient des vitres teintées et une finition noire brillant. Plus étrange encore. Le nœud à l'estomac se fit plus intense quand une seule personne descendit. Il mesurait environ 1,73 m, bien rasé, les cheveux plaqués sur le côté, costume bleu marine. Une bosse sous sa veste trahissait une arme dissimulée. C'était le même type qui avait rencontré le capitaine Walker après l'affaire du Tennessee. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils se disaient, mais ils se serrèrent la main, et le type parlait avec un accent curieusement britannique. Le capitaine Walker nous fit signe de monter dans les véhicules, et je me souviens avoir croisé brièvement le regard de ce type avant d'obéir. Je ne ressentais pas de malveillance, mais je ne lui faisais pas confiance non plus. Chief décida de prendre place dans le dernier véhicule, avec quelques autres membres de Raider. Je suis monté dans celui du milieu, avec 2 de mes gars et notre médecin. Une fois leur conversation terminée, le capitaine monta dans le véhicule de tête avec le sergent des communications, qui dut plier l'antenne géante de sa radio pour entrer. Nous sommes partis dans la nuit, laissant ce type mystérieux seul sur la piste. Le trajet fut globalement sans incident, ponctué par quelques contrôles radio entre les véhicules jusqu'à ce qu'on rejoigne la grande route. Les vitres teintées nous cachaient des regards, mais n'importe quel cerveau en état de marche savait ce que 3 SUV noirs à pleine vitesse en pleine nuit signifiaient. Finalement, nous nous sommes approchés du barrage policier entourant la ville, qui avait causé un énorme embouteillage pour les véhicules cherchant à passer. Nous avons pris l'accotement, mais avons été arrêtés plusieurs fois par des gens tentant d'y passer aussi. Le capitaine Walker n'a pas apprécié. Dites à ce connard dans la citadine qu'il a 2 secondes avant que je foute de la thermite dans son moteur. J'ai entendu le médecin rire dans la radio. Bien parlé, mon capitaine. Finalement, nous sommes arrivés au barrage où 2 agents de la police d'État, armés de fusils, nous ont fait signe de passer. 200 mètres plus loin, une unité médicale de niveau Roll 2 improvisée, avec plusieurs ambulances, était en train de soigner des blessés évacués d'urgence de la ville. Et à côté d'eux, une longue file de sacs mortuaires. On est passé juste à temps pour voir 2 officiers en état de choc sortir un corps de leur voiture de patrouille. Ils étaient à couvert de sang, comme si quelque chose les avait déchiquetés. Leur équipement était en lambeaux et portait l'insigne SWAT. Un soupir se fit entendre sur les ondes. Puis Chief parla. Je suppose qu'on sait ce qui est arrivé à l'unité SWAT. La progression dans la ville fut tendue. Les lampadaires se faisaient rares, réduisant notre visibilité. Le convoi ralentit de moitié, et on scrutait tous les alentours depuis nos fenêtres blindées. Nous étions dans une zone résidentielle en bordure de ville, avec des bois denses entourant des maisons dispersées, toutes plongées dans l'obscurité. Pas une seule lumière, pas un seul signe de vie. Et le plus dérangeant, c'est que tout était complètement mort. Pas inhabituel dans cette région à cette heure, mais cette fois, c'était différent. Il y avait une atmosphère étrange, une tension palpable. En s'approchant du centre-ville, les choses devinrent encore plus bizarres. Des voitures abandonnées, garées en biais, certaines ayant percuté d'autres véhicules. Cela nous obligea à faire des détours, ce qui alluma quelques alarmes dans nos têtes de vétérans des convois en zone hostile. Et puis, on vit des pare-brises brisés, pas comme avec une balle de baseball, mais comme une étrange coupure en zigzag dans le verre. Des portières criblées d'impacts de balles, des lampadaires clignotants révélant un réseau électrique endommagé, et du sang. Des traînées de sang dans les rues, bien visibles sur les trottoirs. Je me souviens que quelqu'un dans le véhicule de tête, sûrement le capitaine, braqua sa lampe tactique par la fenêtre. À côté d'une large flaque de sang et de chair, brillait l'éclat distinctif de douille de 9 mm. Le convoi s'arrêta finalement devant ce qu'il restait du commissariat. Les vitres présentaient les mêmes brisures étranges, des traces de mains sanglantes partout sur la façade, des lumières vacillantes projetant des ombres à l'intérieur, et un putain de banc enfoncé dans l'une des portes d'entrée, littéralement encastré dans la porte. Ce n'était pas l'œuvre d'un groupe paramilitaire.
Ceux qui avaient fait ça étaient fous, sauvages. Une porte du véhicule de tête s'ouvrit et le capitaine Walker parla sur les ondes. Ici, Lead. Restez dans les véhicules et gardez vos têtes sur un pivot. Il descendit, alluma la lampe sur son casque et commença à examiner le sol. C'est alors que le faisceau de lumière éclaira quelque chose sur les marches. Un Bushmaster AR-15, chargeur encore engagé, canon pointé vers le trottoir, recouvert d'une étrange substance noire. On ne savait pas ce que c'était, mais à mesure que le capitaine suivait la traînée, on voyait que ça rongeait tout ce sur quoi ça coulait, creusant un genre de fissure. Le capitaine retira le chargeur, évitant soigneusement de toucher la poignée qui se faisait elle aussi dévorer par cette substance noire. Il fit signe au sergent des communications, qui sortit en hâte, s'agenouilla à côté de lui. L'air était devenu anormalement silencieux. Pas de grillons, pas de vent, juste le ronron du moteur. Je pouvais entendre le sergent des communications à travers les portes blindées. Ici, Raider Romeo, préparez-vous pour séquence d'armement. Aucun de nous ne pouvait entendre ce que Roméo racontait. Alors Chief demanda par radio. C'est un des Opforts? Walker secoua la tête. Négatif, c'est un des locaux, le chef du poste. Quelques minutes plus tard, le sergent des communications revint en vitesse jusqu'au véhicule de tête, pendant que Walker retirait la culasse de l'arme à moitié désintégrée et neutralisait le percuteur. Il monta les marches du commissariat, jeta un œil à l'intérieur, et l'expression de dégoût sur son visage disait tout. Il secoua la tête et revint rapidement vers son véhicule. Chief prit la radio. On fouille le poste à la recherche d'infos? Walker répondit. Chief, crois-moi, on trouvera que dalle dans ce bordel. Le convoi reprit sa progression vers l'objectif, et à ce moment-là, le silence surnaturel était devenu évident pour tout le monde. Le crissement lent des pneus sur l'asphalte, alors que les SUV contournaient les véhicules abandonnés, ajoutait un fond sonore tendu à toute l'opération. Et puis soudain, tous les lampadaires s'éteignirent. Les conducteurs de chaque véhicule freinèrent brutalement, nous projetant en avant de nous renvoyer contre nos dossiers. On regarda autour. Les seules lumières visibles étaient les phares pointant droit devant, et la teinte orange du bâtiment cible, juste un peu plus loin. Le capitaine Walker prit la radio. Distance approximative jusqu'à l'objectif. Chief répondit. 100 mètres environ. Un peu plus loin sur la droite. 100 mètres. On pouvait voir le bâtiment. À travers les fenêtres brisées et les stores arrachés, on distinguait les lumières orangées de l'installation biologique, éclairant le ciel de la ville désormais plongée dans les ténèbres. Mais ça voulait dire que si quelqu'un était au 6e étage, il pouvait clairement nous voir. Et là, on était là, comme des cibles immobiles, plantées sur une route noire. Nos radios grésillèrent alors que le capitaine ordonnait. Tout le monde débarque, vision nocturne en place. Nous avons quitté la sécurité de nos véhicules blindés pour pénétrer dans l'air glacial de cette ville qui, à présent, nous faisait clairement comprendre qu'elle ne voulait pas de nous ici. On abaissa nos lunettes GPNVG à 40 000 $ pièce, les Quad Nodes, des dispositifs de vision nocturne de très haut niveau qui rendèrent les rues obscures aussi nettes que de jour. Combinés à nos pointeurs IR, visibles uniquement via la vision nocturne, on pouvait viser, pointer et tirer à volonté. Et ce nœud au ventre qui nous tenaillait depuis des heures s'était légèrement relâché. À notre sortie, le capitaine fit signe au conducteur de partir. Ces foutus chauffeurs du Pentagone, tout contents de faire demi-tour et de filer à toute allure, nous laissèrent seuls dans la rue. Encore une fois, on est les forces spéciales, les putains de croque-mitaines. On n'a rien à craindre. Pas vrai? Raider se forma en 2 formations en losange. L'équipe de tête avançait avec le capitaine, tandis que mon équipe couvrait l'arrière avec Chief. Chaque ouverture, voiture, toit, fenêtre, porte, était ciblée par un laser. On avait été entraîné pour ça. On avait fait ces exercices à toute heure, chaque nuit, pendant des semaines. On arriva au bout du pâté de maison, et en tournant le coin, on le vit. Le bâtiment était un immense bloc gris, symétrique, ses nombreuses fenêtres fracassées, ensanglantées, les signes de bataille partout.
Un grand néon lumineux, casamote biological, surplombait les portes du hall d'entrée. Les immenses vitres couvertes de messages écrits dans « quelque chose ». Libérez-vous. Sauveur. On se replia rapidement derrière une rangée de voitures stationnées en face du bâtiment. En balayant devant nous, on comprit ce qui était arrivé aux forces de l'ordre local. Des voitures de patrouille abandonnées, dispersées un peu partout. La même substance noire que plus tôt avait littéralement rongé les portières, les vitres et même les blocs moteurs. Et pourtant, malgré toutes ces armes abandonnées et ces douilles éparpillées, pas un seul corps, pas un seul putain de corps. L'autre Firteam couvrait le côté gauche, la mienne prit le droit. Alors qu'on était accroupis là, j'entendis le capitaine et Chief discuter. Les mots de Walker me glacèrent le sang. Ils savent qu'on est là. Chief confus. Qui ça? Les Hopefort? Le capitaine secoua la tête. Non. Les cigales, dans ces bois, devraient être assourdissantes. Non. Les bois se taisent quand ils sentent un prédateur. Chief demanda. Quoi, on les a effrayés? Walker balaya la lisière des bois du regard. Pas nous. Le capitaine passa alors sur les ondes. Tout le monde. On se met en mouvement. Direction, porte du hall. L'entrée fut exemplaire selon le manuel. On enjamba prudemment les traînées de goudron noirâtre qui rongèrent le sol, les moteurs, et à peu près tout ce qu'elles touchaient. Puis on se colla au mur de béton de chaque côté des portes du hall. Mon éclaireur et celui de l'autre équipe vérifièrent les angles, et sur un petit signal, on entra. En traversant rapidement les vitres brisées, on envahit le hall. On releva nos lunettes, car à l'intérieur, l'éclairage était bien plus fort qu'à l'extérieur. Et on se mit à inspecter les lieux. Des douilles, du 5,56 et ce que je pense être du 6,5 et du 7,62, jonchèrent le sol. Des impacts de balles marquaient les murs de toute la pièce. Les coins du couloir menant plus loin dans le bâtiment étaient arrachés par des rafales intenses. Des morceaux de béton et de plâtre s'étaient détachés, formant des petits tas. Une fois le hall sécurisé par les équipes, le capitaine Walker entra avec Chief. Il s'arrêta un moment, observant les marques sur le cadre métallique de la porte, puis sur le comptoir. Chief le rejoignit, tandis qu'il expliquait. Ces trous de sortie sont dirigés vers l'extérieur. Ceux que Casamote a engagés pour défendre cet endroit étaient lourdement armés. Et ils ne se sont pas laissés faire. C'est alors que notre médecin remarqua un corps derrière le bureau. Polo noir avec le logo de Casamote Industries sur la manche gauche, affalé face contre le bureau. Je le vis faire le tour et tendre la main pour le retourner. Mais le capitaine l'arrêta, pointant la présence de cette fameuse substance noire tout autour du cadavre. J'imagine qu'il ne voulait pas risquer la peau du doc. Alors il le retourna lui-même. Ce que nous avons vu, ce qu'il était arrivé à ce pauvre salaud sur sa chaise de bureau, je ne l'oublierai jamais. Son nez, en fait, la majeure partie de son visage, avait été arraché, et le peu qui restait était recouvert de morceaux de peau de cerf. Ses yeux avaient été retirés, et de chaque tempe sortait une branche, formant une espèce de tête de cerf. Exactement comme l'image floue qu'on avait vue sur la vidéosurveillance. Chief faillit vomir, et même le doc, un sergent médical des forces spéciales, un 18D, détourna le regard. Honnêtement, aucun de nous ne pouvait supporter de fixer cette chose, ce qu'il avait été, trop longtemps. Le seul qui le pouvait, c'était... Des bois, murmura le capitaine Walker. Doc secoua la tête. C'est quoi ce bordel? Des terroristes avec un fétichisme du cerf de Virginie? Le capitaine secoua la tête à son tour. c'est pas du white-tail. Ça, c'est du caribou. Chief, s'étant repris, le regarda. Comment tu sais ça? Je chasse, chef. C'est du gibier hors de l'état. Celui qui a fait ça, tout ça, il vient pas d'ici. La discussion fut brutalement interrompue. Un hurlement guttural, probablement féminin, je crois, retentit au fond du couloir. Tous nos fusils se braquèrent sur l'entrée suivante, prêts à encaisser une rafale, ou à voir débarquer un démon. Mais rien. Je vis le capitaine Walker regarder le garde de sécurité mutilé,
puis jeter un coup d'œil vers le couloir. On bouge. On forme une ligne d'assaut à 3. Moi, un mitrailleur et un autre sergent d'armes. On avançait en formation en T. Le capitaine Walker derrière moi, une main sur mon épaule pour garder le rythme. On s'enfonça dans ces longs couloirs linéaires. Les tableaux, jadis des fresques de différentes forêts, avaient été arrachés et brisés, les murs percés et abîmés, des meubles et des tables éventrés, réduits en morceaux. Et tout du long, on suivait les traînées de cette substance noire qui continuait de ronger le sol. Chief annonça sur les ondes « Putain de fusillade !» « C'est pas les balles qui ont fait ça. » répliqua le capitaine Walker, et il avait raison. Les tirs font des impacts reconnaissables, et en assez grand nombre, ils peuvent arracher des morceaux de mur. Mais ils ne laissent pas des zigzags étranges, trop grands. Ils ne laissent pas de marques de morsure dans les poutres de bois, ni ne déchiquettent les meubles comme ce qu'on voyait là. Ces marques, elles étaient intentionnelles, biologiques. Mais les animaux, eux, tuent pour survivre. Ils mangent. Ils ne détruisent pas tout juste pour le plaisir. Jamais. Ce truc, ce qui a fait ça, l'a fait par rage. Après avoir fouillé toutes les pièces du rez-de-chaussée, le capitaine Walker ordonna un arrêt, et notre sergent radio contacta le QG. Main, ici, Raider Romeo, rez-de-chaussée sécurisé, prêt à passe. Il s'interrompit net, comme coupé, ce qui nous fit tous le regarder, dans un silence tendu. Il fixa le capitaine. Ils disent de progresser vers les laboratoires, au sous-sol. Chief le regarda bizarrement. Il est censé n'y avoir qu'un sous-sol de stockage ici. Walker secoua la tête. Ouais, ça colle. On trouva rapidement une cage d'escalier. L'autre côté était bloqué. Quelqu'un avait essayé de coincer une barre métallique dans la poignée. Un de nos mitrailleurs ultra baraqués donna un coup de pied de mulet dedans, et le problème fut réglé. Peu après, la moquette déjà en mauvais état se transforma en carrelage taché de sang et de goudron, et les papiers peints cédèrent la place au béton brut. Le capitaine nous arrêta et braqua sa lampe tactique sur une enseigne au-dessus de doubles portes métalliques, forcées, testing. En face de nous, on pouvait voir des fioles renversées, leur contenu se mélangeant avec la substance noire sur le sol, tandis qu'un plafond éventré laissait s'échapper un gaz vaporeux à travers un tuyau éclaté. Le capitaine poussa un soupir et regarda autour. « Mettez les masques. » Les protector masks, plus communément appelés dans l'armée pro-masks, sont les masques à gaz antichimiques, biologiques et radiologiques fournis aux unités de base. Cela dit, leur fiabilité avait été remise en question ces dernières années, mais on n'allait pas prendre de risques ici. Même si ça voulait dire devoir ajuster douloureusement nos casques et nos lunettes de vision nocturne au-dessus de ces énormes machins en plastique et en caoutchouc. La clé pour se battre avec ces masques, c'est de garder une respiration régulière. Sinon, il s'embue. Vu la merde dans laquelle on était, c'était plus facile à dire qu'à faire. Une fois nos masques enfilés, 2 de nos gars rangèrent leurs fusils en bandoulière et tirèrent les lourdes portes métalliques coulissantes autant qu'ils le purent. Je pris la tête de la formation en T. Le couloir devant nous était un long tunnel rectiligne menant à une autre paire de portes doubles. Le sol était un mélange chaotique d'eau, de sang et d'autres fluides issus de kits de test et d'échantillons renversés. Des fioles brisées provoquaient un crissement de verre à chaque pas. De chaque côté du couloir, cependant, des vitres blindées renforcées protégeaient différentes chambres utilisées pour des opérations et des expériences. Tout, des tables aux moniteurs, en passant par les murs et les sols, semblait intact. Ce qui n'a pas empêché quelque chose de l'extérieur d'avoir tenté de défoncer le verre filaire renforcé, qui était sévèrement endommagé. Plusieurs tuyaux étaient aussi cassés au plafond, et combinés aux LED vacillantes et à la pollution lumineuse des labos, cela nous força à relever nos lunettes de vision nocturne et à passer sur les lampes tactiques de nos fusils. En tant qu'homme central de la formation en T, mon rôle était de surveiller vers l'avant. Je balayais le couloir, puis le sol, puis le plafond, de nouveau le sol. L'absence totale de corps, malgré toute cette quantité de sang et de tripes, ça commençait sérieusement à me bousiller la tête. À nous tous d'ailleurs.
Je me souviens du cône de lumière de ma lampe Olight suivant la traînée de substances noires. Elle se tordait, zigzaguait, puis menait vers un corps. Qui a bougé? Je lançai aussitôt un arrêt, et tout le monde s'immobilisa instantanément. Dieu merci pour tout l'entraînement qu'on subit. Le capitaine Walker se précipita et vint se coller à moi. Qu'est-ce que tu vois? Sa question eut sa réponse lorsque le corps, rapidement identifié comme étant un des agents de sécurité, frappa le sol de sa main droite lacérée. Nos lampes éclairèrent son écusson. C-A-Z-A-M-O-T-H-S-E-C-U-R-I-T-E-S S-E-R-V-I-C-E-S, alors qu'il se redressait lentement et nous fixait. Son visage, non, je veux dire, réellement, n'était plus là. Cette putain de substance noire lui avait retiré la face, le crâne et une partie de la tête avec une coupe nette. Sa tête était vide, creusée, et du goudron noir en tombait par litres. Ses mouvements étaient cassés, désarticulés. Il nous regardait avec des yeux absents. Mais je sentais qu'il nous voyait, d'une manière ou d'une autre. « Seigneur Jésus !» murmura Chief en regardant autour de lui, tandis que nous trois, dans la formation, maintenions nos armes braquées. « Capitaine ?» demandai-je. Mais avant qu'il puisse répondre, la chose nous chargea. Ses pieds réanimés glissant sur le carrelage trempé, elle perdait du goudron à chaque pas précipité, tendant une main vers nous. Puis nos 3 M4 ouvrirent le feu en parfaite synchronisation. Nos tirs éventrèrent sa poitrine. Le polo de sécurité et la chair morte grise, en dessous, furent complètement déchiquetés, alors que nous visions le centre de masse, sans relâcher la pression. Nos lampes révélaient chaque détail en pleine lumière. Mais, même après avoir été projetée en arrière par la puissance de feu, la chose essayait encore de se relever. Des morceaux de sa poitrine tombaient au sol, arrachés, et pourtant elle bougeait encore. Nous nous apprêtions à tirer à nouveau, mais le capitaine Walker nous dépassa. Il épaula son scar et tira 5 balles directement dans le tronc cérébral, là où le coup rejoint la tête. La créature retomba, convulsa, trembla, puis elle s'immobilisa. Et juste comme ça, on reprit notre avancée. Ce genre d'affrontement, on en avait vécu tellement à l'étranger qu'on y était devenu insensible, presque robotique. Sauf que, ce genre de truc-là, c'était pas comme avant. Ces missions QRF devenaient de plus en plus paranormales, apparemment. Alors qu'on progressait, j'entendais le capitaine discuter avec Chief derrière. « Comment est-ce que Casamoth a pu cacher tout ça ici-dessous » demanda Chief, choqué par ce qu'il voyait. « Il devait juste y avoir un sous-sol de stockage. » « Devait, ouais. » répondit le capitaine. Le sergent d'armes senior, l'autre chef d'équipe, appelons-le Chuck, un surnom, demanda. « Capitaine, s'il venait pour le sous-sol, alors qui a repeint les fenêtres de l'étage sup ?» Le même truc qui a arraché la serrure blindée de l'intérieur, coupa froidement le capitaine Walker. Les doubles portes au bout du couloir, heureusement, n'étaient pas renforcées. En les franchissant, nous fûmes accueillis par une nouvelle horreur. Le carnage continuait. D'autres corps d'employés de Casamoth Industries étaient là. Mais cette fois, ce n'était ni sauvage, ni fait avec précision militaire. C'était sacrificiel. Certains étaient adossés au mur, d'autres à genoux, leurs vêtements tailladés, lacérés, leur peau et leur visage rongés par le goudron noir. Puis, ce que je suppose être un biologiste, en blouse blanche maculée de goudron et de sang, leva lentement la tête vers nous. Le simple mouvement fit tomber une partie de son visage desséché et brisé, révélant une tête creusée, vide. Puis, ils le firent tous. Tous les corps se relevèrent, lentement, tremblants, forçant leurs membres rigides à se lever comme des pantins. Il n'y eut aucun gémissement, aucun cri de zombie, juste le silence. Le capitaine Walker prit la radio. « Chef ?» Chief répondit. « À toi de décider. » L'un d'eux, une femme en tenue d'infirmière, se détacha du groupe et se mit à courir vers nous. J'épaulai, visai son cou et tirai. Ma balle de 5,56 transperça sa peau pourrie, détruisit sa moelle épinière
et la fit s'effondrer. Puis, ils nous chargèrent tous. Les 3 premiers d'entre nous dans la formation en T mirent aussitôt un genou à terre. Des coups de feu éclatèrent, les ondes sonores ricochant sur les murs étroits du couloir, forçant nos casques Peltor à fonctionner en sur-régime. Le capitaine et plusieurs autres suivirent rapidement derrière, alors qu'un mur de mort semi-automatique remplissait l'air. Le goudron noir volait, des morceaux de crâne et de cou épongés instantanément. C'est là qu'un de nos mitrailleurs prit position avec sa M48 et déchaîna l'enfer. Une salve de 7,62 en rafale, alimentée par bande, les coupa littéralement en 2 à l'horizontale. Intentionnel ou pas, ça nous facilita grandement la tâche à l'avant pour les achever. Salve contrôlée après salve contrôlée, le capitaine passa maintenant au tir en rafale pour simplement arracher les coups, au lieu de viser avec précision. Mais, contrairement aux zombies, ces choses savaient s'adapter. Je vis la scène comme au ralenti dans mon viseur holographique. L'un d'eux se releva à l'aide de ses 2 bras, saisit un gros morceau de verre. Recouvert de cette merde noire, il le lança juste avant que je ne l'abatte. J'entendis un cri. Je me tournai. Le chef de l'autre Fear Team, Chuck, venait de se faire transpercer le cou par ce morceau de verre. Le doc le tira rapidement hors de la ligne de tir, tandis que le capitaine Walker m'attrapait par la poignée dorsale de mon gilet. « Nettoie-moi ça, bouge-toi. » On avança en force, enjambant ces abominations en décomposition, dégueulasses, et vidant 2 balles dans chaque saloperie. Quand ce fut terminé, je plaçai 2 de nos jeunes sergents d'armes de chaque côté du couloir, avec un mitrailleur pour monter la garde. Le capitaine Walker se précipita vers notre camarade à terre, assis contre le mur pendant que le doc tentait de lui stabiliser le cou avec un pansement compressif. « Tu vas t'en sortir, Chuck. » Le staff sergent éclata de rire, pouce levé. On reprit l'avancée. Le couloir rectiligne d'origine laissait maintenant place à une série de couloirs annexes, de petites salles recouvertes de bâches plastiques en guise de porte. Le capitaine savait exactement où aller. Ce qu'il cherchait, c'est à l'endroit d'où vient cette saloperie noire. Suivez la trace. Les plafonniers perdaient en intensité, nous forçant à rabattre nos quadnodes. On se battait pour contrôler notre respiration, les couloirs sombres étouffants entre le caoutchouc et le plastique. L'un des jeunes sergents, juste devant avec moi, aperçut une ombre au bout du couloir, en même temps que moi. « J'ai un contact, » murmura-t-il. Le capitaine répondit. « Descends-le. » Mais avant qu'il n'ait le temps de tirer, un hurlement, guttural, douloureux, féminin. Il résonna sur les murs, dans nos casques, jusque dans nos tripes. Puis, sur la droite, dans l'une des pièces que j'évoquais, une silhouette jaillit et nous balaya tous les 3 en formation. Des bérets verts, chacun probablement 90 kilos de muscles purs, sans compter le matos, balancés comme des poupées. Le type à ma gauche fut percuté par l'homme du centre, moi, que la chose propulsa dans le mur avec une telle force que je brisai un boîtier de défibrillateur, qui retomba droit sur mon visage. Le gaz à ma droite, juste à côté de elle, eut le pire, projeté contre le plafond, puis sur une table. Mon masque à gaz avait pivoté. Je haletais, ma visière embuée et tordue, ma vision nocturne foutue. Putain d'enfer. Elle était mince, nue, couverte de sang. De longs cheveux noirs et inégaux couvraient à moitié un visage réduit à des orbites et une bouche grande ouverte, noire de goudron, qui s'écoulait de chaque orifice. Elle hurla à nouveau, si près de moi cette fois que ma tête résonna. Les lasers infrarouges se verrouillèrent immédiatement sur elle. Même si elle avait la force de nous envoyer valser. Elle flancha lorsque toute l'équipe Raider ouvrit le feu. Le capitaine Walker la contourna par la gauche. Elle poussa un nouveau cri. C'est là que je vis. À la place des mains, elle avait 5 appendices fins, acérés comme des lames. Elle plongea d'un coup, enfonçant ses lames dans la plaque frontale d'un de nos sergents d'armes, trop proche. Il tomba en arrière. Elle leva son autre bras, tout aussi tranchant. Mais ce qu'elle comptait faire n'eut jamais lieu. Nos 2 mitrailleurs la criblèrent. Les tirs conjoints arrachèrent l'un de ses bras à l'épaule. Elle chancela. Elle nous fixa. Elle paraissait démoniaque, véritablement maléfique.
à travers la teinte blanche et bleutée des GPNVG. Puis elle me regarda et s'enfuit dans les ténèbres. Je remis mon masque correctement, me relevai, aidai le gars coincé sous moi à se remettre debout, tandis que celui projeté sur la table glissait au sol. Le capitaine s'approcha du sergent touché, qui secoua la tête. « Je crois pas que c'était prévu dans mon contrat. » Il fut interrompu quand le capitaine posa une botte sur son épaule, saisit le bras de la créature avec ses 2 mains et arracha le membre resté planté dans sa plaque. Il le jeta au sol. Je le vis atterrir dans la traînée de goudron noir. Et il fondit instantanément. Le capitaine souleva la plaque de protection, le mit en position assise, puis hocha la tête. « Ta plaque, à tout prix. » Il lui tendit la main, l'aida à se relever. Il y en a un qui veut t'arracher l'épaule, l'autre qui veut te sortir le cœur. C'est quoi ton problème, Case? Case, le même gars qui avait pris une lance dans l'épaule lors de l'OP au Tennessee, rigola en se relevant. « Je crois qu'ils n'arrivent pas à se passer de moi, chef. » On reprit la marche. La trace de goudron noir s'épaississait. On approchait. Le capitaine Walker reprit la cadence de la formation en T, alors qu'on s'approchait d'un nouveau jeu de double porte renforcé. Chuck, toujours blessé au cou, traînait un peu. Chief demanda. « Raider Alpha, ça va ?»« Toujours, Chief. » Et c'est pile à ce moment-là que les doubles portes s'ouvrirent sur une vaste zone servant de poste d'accueil pour les agents de sécurité. Quelques tables, chaises et moniteurs désormais renversés, rongés par le goudron. Et nous avons enfin trouvé nos hop forts. Ils étaient là, à genoux, leurs armes négligemment jetées au sol, désormais rongées par le goudron noir, comme ce fusil devant le commissariat. Ils étaient posés sur leurs talons, bras écartés, et portèrent des masques de cerf bien trop réalistes, qui couvraient entièrement leur visage. Un choix suicidaire en combat. Pourtant, du goudron noir s'échappait de l'ouverture, commençant à ronger leurs gilets pare-balles et leurs parkas blanches, les faisant fondre comme de la cire. Le capitaine Walker s'approcha pour retirer l'un de leurs masques, quand une voix l'arrêta net. « Je ne ferai pas ça à votre place. » On s'est tous tournés vers la source de cette voix. Un agent de sécurité de Casamot, à demi-mort, était adossé au mur juste à droite des portes renforcées. On pouvait voir que le goudron noir avait fait fondre ses jambes et l'un de ses bras, les fusionnant littéralement avec le sol. Et cette chose grimpait lentement le long des veines de son cou, en direction de sa tête. Le capitaine nous fit signe de sécuriser la pièce. Je positionnais 2 gars pour surveiller le couloir, 2 autres pour la porte. Le capitaine s'accroupit, releva sa vision nocturne et regarda l'homme droit dans les yeux à travers son masque à gaz. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» L'homme toussa. « Il y a plus en jeu que ce que vous... » Walker alluma la lampe de son casque. Le faisceau suivit la traînée de goudron noir, de la crevasse corrosive dans le sol jusqu'à la jambe de l'homme. « C'est quoi cette merde ?» demanda le capitaine. L'agent rit faiblement. « Je sais pas ce que M. Casamot cache, mais quoi que ce soit, d'autres en veulent aussi. J'étais juste au mauvais endroit, au mauvais moment, un pion. » Il désigna les hommes serfs à moitié fondus. Eux aussi. Puis, tremblant, il leva sa main valide en direction de Walker, avant qu'elle ne tombe mollement, le goudron s'insinuant maintenant dans ses veines. « Vous aussi ?»« Il va y avoir beaucoup de questions après ça, » dit le capitaine. L'homme hocha faiblement la tête. « Pour Monsieur Casamot, pas pour moi. Faites-moi une faveur. Ne me laissez pas. » Il se mit à tousser violemment, alors que le goudron noir coulait lentement de sa bouche, envahissait ses yeux. Sa tête retomba. Le capitaine se releva et passa son fusil de la sécurité au mode semi-automatique. Les 3 coups de feu suivants résonnent encore dans ma tête. Et dans celle de tous les autres, j'en suis certain. On connaissait les enjeux maintenant. Si on ne mettait pas fin à tout ça, alors tout ce qui avait mené à ce moment, les techniciens, les agents de sécurité, cette chose qui avait été une femme, ce serait le destin de tous ceux qui entreraient en contact avec cette horreur noire. Le sergent Radio et moi avons rapidement attrapé la porte métallique de droite. 2 autres se sont postés sur l'autre. On tira les 2 portes en même temps, suffisamment pour que le reste de raiders puisse entrer.
le capitaine Walker en tête. Juste avant de franchir le seuil, je levai les yeux vers l'enseigne au-dessus de la porte. Cryolab. On traversa une chambre de décontamination détruite pour entrer dans un grand laboratoire, plongé dans l'obscurité, seulement éclairé par quelques lumières rouges qui donnaient à la pièce une teinte sinistre à en foutre des frissons. Des cuves cylindriques bordaient les deux côtés de la pièce, couchées sur des supports. Plusieurs portaient des impacts de balles, d'autres étaient embuées, mais l'une d'elles, tout au fond, contre le mur du fond, était brisée. Du goudron noir s'en échappait activement, semblant provenir d'elle. Le capitaine releva sa vision nocturne et nous fîmes tous de même. Nous braquâmes nos lampes tactiques sur une silhouette isolée, un culteux à tête de cerf, debout au milieu du goudron noir, qui remontait le long de ses jambes, trempant sa parka autrefois blanche, désormais noire de jais. En sentant les lumières sur lui, il se retourna, et encore plus de cette substance noire coula dessous son masque. Un silence pesant s'installa. Seuls résonnaient nos souffles lourds dans nos masques, et le bruit du goudron qui suintait de la cuve. Un silence brisé lorsqu'il parla. « Nicholas Walker. » Sa voix était profonde, monocorde. Ça surprit le capitaine Walker, et nous tous. Il abaissa légèrement son fusil, juste assez pour croiser le regard de l'homme. « C'est quoi ce bordel? Qui êtes-vous » demanda Walker d'une voix grave, pleine de rage contenue. L'homme rit. « Je ne suis qu'un instrument du changement, Nicholas Walker, comme vous êtes un instrument de l'ordre. » Le capitaine se raidit, furieux. « Comment tu sais que… » Vous voyez, la société telle que nous la connaissons aujourd'hui cherche à imposer une normalité, où tout est bien, où les gens parasitent les autres, et où les voies de l'ancien monde, du monde primitif, celui que connaissaient les tribus et les anciens, sont maintenues à distance par les hommes armés. L'homme leva une main, le goudron suintant de ses pores, et tombant au sol. Ceci est le bloc fondamental de l'univers. Il façonne, il crée, et il peut nous rendre beaux. C'est l'ADN, l'alpha et l'oméga, d'où proviennent tous ces croque-mitaines que vous et votre gouvernement cherchez à étouffer. Une couche, sous la surface du monde, tel que vous le connaissez. Personne ne parlait. Et même si ces paroles ressemblaient à un délire mystique, ce que faisait le goudron aux gens, à la terre, à tout, ça collait. Il reprit. « Dites-moi, capitaine, combien d'êtres allez-vous abattre dans l'ombre avant de comprendre que tout cela est inutile? Moi et mes frères, on l'a compris. Tous ceux qui disparaissent. Les forêts. Redoutées pour leur disparition, pour les choses qu'elles abritent. On ne devrait pas les craindre. On devrait les embrasser. » Walker passa son fusil en mode feu automatique, visa. « Toi et ton petit culte, vous allez être traqués comme des chiens. Et… » Culte? Ce n'est pas juste un groupe dans un coin du monde. Vous avez lu les rapports, capitaine Walker. L'Afghanistan, les jungles d'Indochine, les déserts mongols, les forêts de Bavière. Ça perce la surface. Ce que vous appelez des anomalies, des monstres. Ils reviennent pour reconquérir ce monde. Et c'est là que… on entendit des sons de tout, des gargouillis, derrière nous. Et ils vont tous nous rendre beaux. Notre médecin cria. « Capitaine !» On s'est tous retournés. Chuck, l'homme qui avait reçu ce morceau de verre dans le cou, tomba à genoux. Le pansement compressif sur sa blessure était désormais imbibé de la même saleté noire, et plus il toussait, plus son masque se couvrait de cette merde. Aucun de nous ne savait quoi faire. Les bérets verts, l'élite du monde libre, figés comme des statues. Je gardais mon arme braquée sur le culteux, qui se tenait simplement là, probablement en train de sourire sous son masque de cerf. « Chuck !» lança le capitaine Walker d'une voix ferme. Aucune réponse. Il luttait pour maintenir le pansement en place. Il resta debout un moment, puis parla enfin. « Sergent !» C'est alors que Chuck arracha le pansement de son cou, et un putain de litre de cette merde se déversa sur son uniforme, trempant son haut, son gilet, effaçant le motif multicam. Le doc hésitait à agir, fit un pas vers lui. « Ne le touche pas !» Le capitaine Walker hurla, ce qui le fit reculer.
Chuck enleva son casque. Le Kevlar heurta le sol. Puis il ôta son masque. Le goudron courait sous la peau de son visage, formant une toile noire horrible sous l'épiderme. Du goudron jaillissait de ses lèvres. Ses yeux étaient entièrement noirs, et de la même substance coulait de ses canaux lacrymaux. Il regardait autour de lui, nerveusement, presque comme s'il était aveugle. Le souffle de Walker devint lourd, et il jura à voix basse. « Chuck ?» Le sergent Ivensky cracha encore un peu de goudron. Puis il fixa enfin son regard sur nous. Il semblait à nouveau nous voir, et tenta de nous sauter dessus, mais se retint. Il se frappa la tête avec ses poings, respirant de plus en plus vite. Je jetai un œil occulteux. Il se tenait toujours là, les bras croisés. Mon attention revint sur Chuck quand je l'entendis halter, puis murmurer « Je suis... désolé, chef. » Il glissa la main vers son holster, en sortit son arme de poing, un Sig Sauer M17. Les yeux de Chief s'écarquillèrent derrière son masque. Il regarda le capitaine. « Walker... » « Chuck, fais pas ça !» cria le capitaine Walker, alors que Chuck plaçait le canon sous son menton, dans la base du crâne. « Non !» Le coup partit. Le Staff Sergeant Charles Chuck Ivensky, parachutiste breveté, membre fier du 4e groupe des forces spéciales depuis plus de 8 ans, un mari aimant, un père, mon ami, s'effondra au sol, son arme glissant de sa main dans sa chute. Officiellement, il fut déclaré mort dans une frappe de mortier en Libye, là où Raider était supposé être cette nuit-là. Officieusement, le silence fut brisé quand le capitaine Walker se retourna et vida son scar sur le culteux. Le point 223 traversa le manteau de l'homme, semblant découper le goudron noir comme du beurre. Il tira jusqu'à ce que le mur du fond devienne noir de goudron. Il tira jusqu'à ce que sa culasse fasse clic, vide. Le culteux tomba à genoux, de son plein gré. Il leva les yeux vers le capitaine, puis sembla se liquéfier dans le sol. « Avant la fin, capitaine, chaque soldat que vous entraînerez dans cette guerre mourra. » On resta tous là, à le regarder disparaître dans cette flaque de goudron, chaque centimètre de ce masque de cerf, si engloutissant. Le capitaine se retourna, regarda Chuck, puis le médecin. « Relève-le, il vient avec nous. » Pendant que tout le monde se préparait à sortir, l'équipe de Chuck accompagna Chief et le sergent radio pour l'extraction. La mienne resta avec moi, observant le capitaine Walker sortir une grenade thermite de sa ceinture et la jeter dans la cuve. Quoi que contienne cette saleté, quoi que ce soit, elle réagit instantanément. On entendit un sifflement, des hurlements stridents. Le capitaine se contenta de se tourner, rechargea son scar et dit « C'est fini, ici. » Normalement, après une mission de ce genre, on rédige un rapport avec toute l'équipe Raider. Mais à peine avions-nous atterri au COF que le capitaine laissa les gars partir. D'habitude, ce rapport implique les 2 chefs d'équipe, le chef Raider et le CWO. Mais cette fois, c'était juste Chief, le capitaine Walker, et moi. J'enlevai mon équipement, le balançai dans mon casier et sortis. Il y a une odeur bien à elle, familière, d'un t-shirt de combat imbibé de sueur après une longue mission. Mais là, l'arôme aigre-doux de ce goudron me donnait juste envie de brûler ce putain de truc. Mon casier était tout au bout. Une fois verrouillé, je me dirigeais vers la porte du COF et je m'arrêtais devant un casier, celui de Chuck. Le choc et la tristesse qu'on avait ressentis dans le Black Hawk du retour, que les gars devaient encore ressentir alors qu'ils buvaient pour oublier l'alerte QRF, avaient été remplacés par de la rage. Peu importe qui ils sont, ces enfoirés à tête de cerf. Peu importe les anomalies ou les entités dont ils parlent. On les abattra tous. On doit le faire. Je pénétrai dans la salle de conférence. Chief était assis au bout de la table, près de la fenêtre, en face du capitaine Walker. Ce dernier venait d'ouvrir un paquet de cigarettes, tandis que Chief se frottait les tempes, à moitié plongé dans une boisson Body Armor goût pastèque. Putain de warrant officers. « Sergent !» dit Walker en me faisant signe de m'asseoir. Il me tendit une cigarette. Je refusai. On resta là, tous les trois, dans un silence étrange, fatigué, jusqu'à ce que la porte s'ouvre à nouveau.
Je m'attendais à voir un colonel entrer, nous serrer la main et nous appeler héros. Peut-être un sergent-major avec ses histoires de gloire et un discours sur la médaille d'honneur que Ivensky recevrait dans quelques décennies. Ce que je n'attendais pas, c'était un vieil homme. Cheveux gris, costume bleu marine. Chief se leva en l'approchant pour lui serrer la main. Il la balaya aussitôt. « Non, non. Vous avez eu une longue nuit. Restez assis. » Je n'arrivais pas à identifier son accent. Pas vraiment du sud, ni du nord. Un peu français, peut-être? L'homme avait un dossier sous le bras. Il tira une chaise, s'installa à côté de nous, posa le dossier sur la table. Son regard était compatissant alors qu'il nous observait. « Je suis désolé pour votre camarade, le staff sergent Ivensky. » Walker soupira, se frottant les yeux. On savait tous à quoi s'attendre. Enfin, cette fois-ci au moins. Mais si on doit continuer comme ça, on peut pas continuer à l'aveugle, à base de merdes clandestines, improvisées à la dernière minute. L'homme hocha la tête. « Je suis d'accord. » Chief reboucha sa bouteille vide et la jeta dans la poubelle à côté de nous. « Écoutez, j'étais pas là pour la dernière OP. Mais après ce soir, quelqu'un doit commencer à expliquer ce bordel. Maintenant. » Walker tourna la tête vers lui. « Chief, voici Xavier. C'est un tiers indépendant, disons, qui collabore avec le gouvernement. » Xavier l'interrompit. « Et avec plusieurs autres groupes. » Walker acquiesça. « Et plusieurs autres, ouais, dans le cadre d'un problème récurrent d'anomalies qui surgissent un peu partout dans le monde. » Ces mots me ramenèrent à ce que le culteux avait dit, à propos d'un phénomène mondial. Je me tournai vers Xavier. Depuis combien de temps ça dure? Il redressa sa cravate en s'appuyant contre le dossier de sa chaise. « Eh bien, des opérations comme celle-ci ont lieu depuis avant la Seconde Guerre mondiale, avant même la Grande Guerre. Des incidents isolés, auparavant considérés comme sans lien. L'Europe a toujours eu une histoire riche avec les morts vivants de Transylvanie, les lycanthropes, les sorcières dans les marécages de Scandinave, même l'Amérique du Nord. Les autochtones parlent du skinwalker, des sorciers qui se drapaient de peaux d'animaux pour hanter les tribus et leurs terres. Et ce genre d'acte continue encore aujourd'hui. Xavier se tourna alors vers le capitaine Walker. Votre capitaine ici présent est apparu sur mes radars après quelques incidents personnels, Minnesota. Je haussai un sourcil. Walker baissa les yeux. Je chassais au mauvais endroit, sur une terre sacrée. J'ai rencontré un démon cannibale amérindien. Ma mâchoire se décrocha. Un putain de Wendigo? Un putain de Wendigo. Les yeux de Chief s'écarquillèrent. T'avais dit que c'était un ours. Ouais, j'ai dit ça. Xavier reprit. Le premier groupe des forces spéciales a également mené quelques opérations officieuses, disons. Dans les années 80, un groupe de Sasquatch semant la panique dans une réserve forestière de l'Ouest a été éliminé par eux. Ça dure depuis longtemps, Staff Sergeant. Et ça devient de plus en plus courant. Des événements auparavant isolés sont maintenant liés. Si on veut arrêter ce qui s'en vient, il nous faut un front uni. Cette guerre ne sera pas conventionnelle, et on ne peut surtout pas perdre notre temps à capturer et cacher chaque chose. Extermination. Lâcha Walker froidement et sans détour. Il enchaîna. Avoir toutes les unités tiers 1 du monde, c'est bien. Mais il faut des hommes qui ont de l'expérience dans ce genre de merde. Je veux pas aller me friter avec un culte démoniaque, accompagné de gamins qui sortent tout juste de la sélection. Xavier hocha la tête. Je suis d'accord. C'est pour ça que je contacte aussi certains individus. Capitaine, vous en connaissez peut-être un. Xavier lança un regard étrange à Walker. Un regard anodin sur le moment. Mais la réaction de Walker me prit de court. Nolan? Je croyais qu'il avait disparu après cette affaire du Casamot Estate. Casamot Estate? Demandai-je. Walker fit un geste de sa main libre, l'autre tenant toujours sa cigarette. Casamot Industries fout le bordel depuis des années.
Il faisait quelque chose dans un manoir, dans les bois du sud du Missouri. Nolan était agent de sécurité sur place. Il a fouillé là où il n'aurait pas dû, et a fini par sauver tout un foutu patelin. Il est hors radar depuis. Walker regarda Xavier. Si on s'engage là-dedans... Il nous fixa, Chief et moi, avant de revenir sur Xavier. Et on va le faire, parce que je veux pas que ma famille, ou celle de qui que ce soit, finisse en bouillie ou en foutu démon. Alors il faut recruter tous ceux qu'on peut. Xavier acquiesça. Il ouvrit une chemise cartonnée et nous tendit à chacun un dossier plastifié. Tout en haut, en lettres noires, PECSU, Paranormal Extermination Unit.